Bonjour. Alors aujourd'hui, on se lance dans une analyse assez poussée de la communication managériale. C'est un sujet essentiel au travail, non? Ah oui, bonjour S. Essentiel, c'est le mot. C'est vraiment un levier pour tout, en fait. L'ambiance, la motivation, l'efficacité. On a consulté pas mal de sources différentes d'ailleurs. Des vidéos d'experts comme Godefroy Opiguet, une étude universitaire aussi, des bouquins. Oui, une bonne base pour voir ce qui ressort. Parce qu'une bonne communication, ça peut vraiment tout changer. Godfrey Opiguet le disent bien. Ça désamorce les tensions, ça booste la productivité. C'est le ciment de l'équipe en quelque sorte. Exactement. Et si on commence par le commencement, j'ai l'impression que tout le monde insiste sur l'écoute. Ça a l'air basique, mais C'est fondamental. Mais c'est pas si simple que ça en a l'air. Écoutez vraiment, activement. activement, Mais ça veut dire c'est-à-dire. que se concentrer sur l'autre. Pas juste entendre. Montrer qu'on suit, hocher la tête, un contact visuel, et surtout reformuler. Puis j'épargne de la carte du monde de chacun. Ah oui, cette idée que chacun a sa propre vision. C'est ça. On a tous nos filtres. Reformuler, ça permet de vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a bien compris la carte de l'autre, quoi. D'accord. Et l'empathie dans tout ça. Godefroy fait une distinction intéressante entre l'empathie sèche et mouillée. Ça m'a interpellée. Oui, c'est très juste. L'empathie mouillée, c'est quand on se laisse submerger, on fusionne presque. L'empathie sèche, c'est comprendre l'émotion de l'autre, la colère, la peur, la tristesse, la joie, et ce qu'elle signifie sur les besoins, mais sans se prendre tout le truc sur les épaules. Comprendre sans devenir une éponge émotionnelle, en gros. Voilà, c'est ça. Reconnaître l'émotion, comprendre le besoin derrière, mais garder une certaine distance pour rester objectif et aidant. Ok, très clair. Donc, on a l'écoute, l'empathie, mais après, il faut aussi savoir s'exprimer, soit faire passer son message. Bien sûr. Et là, la première chose, c'est la cohérence. Piquet insiste beaucoup là-dessus. Le verbal et le non-verbal doivent dire la même chose. Si le corps dit non quand la bouche dit oui, ben le message est brouillé. C'est logique. Et pour structurer son message, il y a des outils. J'ai vu passer l'acronyme OSBD. Ah oui, la communication non violente version Godefroy. OSBD, situation, ressenti, besoin, demande. C'est super utile. Peux-tu nous redonner l'idée générale? En gros, tu décris la situation, mais objectivement, sans jugement. Puis tu exprimes ton ressenti, ce que ça te fait toi. Ensuite, tu identifies le besoin qui n'est pas satisfait chez toi. Et enfin, tu formules une demande claire, concrète, négociable. L'avantage, c'est qu'on parle de soi, de son ressenti, de son besoin. On n'accuse pas l'autre. Exactement. Ça désamorce direct l'agressivité potentielle. Et ça va de pair avec l'assertivité. S'affirmer sans écraser l'autre et sans se laisser marcher dessus non plus. Trouver le juste milieu. Ce qui demande sans doute de préparer un peu ces échanges importants, non? Ah bah oui. Définir son objectif, son intention avant de parler, comme le soulignait Skills Day, c'est crucial pour être clair et convaincant. D'accord. Et une fois qu'on sait écouter et s'exprimer, il reste un point important, l'adaptation. On ne parle pas à tout le monde pareil. Tout à fait. Skills Day évoque l'outil DIESC pour ça, pour comprendre un peu le style de communication de l'autre. Est-ce qu'il est direct, analytique, orienté relation-tâche? Sans forcément utiliser l'outil, l'idée c'est de sentir un peu comment l'autre fonctionne. C'est ça. Adapter son approche. On ne va pas communiquer de la même façon avec un jeune qui débute qu'avec quelqu'un de très expérimenté. Et puis, choisir le bon canal aussi. Ah oui, le fameux choix. Mail, téléphone, visio, réunion. Le mail. Pratique pour la trace écrite, mais risqué pour l'interprétation des émotions. Le téléphone ou la visio, c'est plus direct. Mais rien ne remplace les rencontres physiques régulières pour créer du lien, pour les rythmes managériaux, comme dit Godefroy. Et ne pas oublier que l'attention des gens n'est pas infinie. J'ai retenu le conseil de Skills Day, les messages clés au début et à la fin. Oui, la fameuse courbe d'attention. Il faut capter l'intérêt, relancer avec des questions, des images, des anecdotes peut-être. Parlons aussi des pièges à éviter. Le jugement rapide, par exemple. Classique. Le collaborateur qu'on juge fainéant, alors qu'il y a peut-être un souci perso derrière ou un objectif mal défini. Il faut creuser avant de juger. Et puis, viser l'équité. Un cadre clair, c'est souvent mieux que de juste vouloir être sympa. D'accord. Et quid des idées reçues? J'ai vu passer une info sur le genre et la communication. Oui, une étude intéressante de Zeng qui montre que, en gestion de projet en tout cas, le genre n'a pas d'impact significatif sur l'efficacité de la communication. Ce sont les compétences qui comptent, pas le genre. Bon à savoir, autre idée reçue, le meilleur technicien fera le meilleur manager. Ah ça, non. Le management, c'est un autre métier.
Ça demande des compétences spécifiques. Créer du lien, communiquer, avoir une posture. Et ne pas oublier, comme le dit Godefroy, de répéter les messages importants. L'info doit infuser. Tout ça dans un contexte où on est bombardé d'infos. Savoir trier, filtrer, c'est devenu un défi en soi. Clairement. Maîtriser les flux d'informations, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Bon, si on essaye de synthétiser, pour une communication managériale réussie, il faudrait quoi? Une écoute vraiment profonde, empathique, mais pas trop mouillée. Oui. Une expression claire, assertive, bien structurée, par exemple avec l'OSBD. Une capacité à s'adapter à la personne en face, à la situation, au canal. Tout à fait. Et une bonne préparation en amont des échanges clés. Ça fait pas mal de choses. C'est un vrai travail. Et pour terminer, peut-être une question pour aller plus loin. Au-delà des techniques, des outils qu'on a vus, comment l'authenticité du manager, sa personnalité propre, joue là-dedans? Est-ce que ça aide à appliquer tout ça? Ou est-ce que ça peut parfois compliquer la recherche de cet équilibre délicat entre, disons, la bienveillance et l'exigence? Excellente question pour finir. L'authenticité, atout ou complication? Ça laisse matière à réfléchir.